Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok. Allez, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous étiez là à la table ronde précédente, toujours sur du photovoltaïque, et cette fois avec toute autre chose. Donc, reconstruire l'industrie européenne photovoltaïque, le défi. Cet intitulé résume bien l'état d'esprit. Il y a aujourd'hui une volonté de la part des politiques et des acteurs économiques de relocaliser cette industrie. C'est une des clés de la souveraineté énergétique de l'Europe, d'accord, mais face à la puissance acquise par la Chine, dont nous avons fait l'usine du monde, le chemin ne peut pas être seulement pavé de bonnes intentions. Alors, quelle est la réalité du changement à l'œuvre en matière de réindustrialisation pour la filière photovoltaïque en Europe? Cette table ronde a pour ambition d'y répondre. Nous allons voir d'abord quelles sont les politiques et les outils existants pour passer du principe à la réalité. Nous allons nous pencher sur notre écosystème européen, car il reste des acteurs industriels importants qui peuvent s'appuyer sur une recherche européenne et française qui a su rester performante. Nous aurons aussi la présentation concrète des projets de développement les plus avancés en France et en Norvège, notamment grâce à des fonds de l'Union européenne. Voilà, notre première séquence pourrait s'intituler « Panorama de l'industrie photovoltaïque en Europe ». Et pour celle-ci, je demande à Gaëtan Masson de me rejoindre tout de suite. Voilà, Gaëtan. Il a ses fans. Donc, Gaëtan, vous pouvez soit être là, mais avec un micro par contre, sinon on ne va pas vous entendre. Vous êtes l'un des experts mondialement reconnus pour cette filière, et je vous donne la petite zapette. Voilà. Sur les questions à la fois économiques et techniques, vous dirigez le Becquerel Institute en France et en Belgique. Vous êtes coprésident d'une association qui regroupe les fabricants au niveau européen, l'European Solar Manufacturing Council. Enfin, pour être complet et transparent, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, en vous engageant dans le projet français Carbone. Son président est là pour nous présenter cette future Gigafactory. Et donc vous, Gaëtan Masson, vous êtes un des associés et administrateurs. Bonjour à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Ça marche, par contre je vous conseille de mettre le casque, pour vous ça sera mieux. Partons d'une carte, si vous voulez bien la passer, une première carte sur les principaux sites industriels photovoltaïques répertoriés en Europe par l'Institut allemand Fraunhofer. C'était en 2022 cette carte. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet état des lieux? Je vais quand même vérifier si tout le monde m'entend. Ah oui, tu m'entends, donc ça devrait être bon. Moi, je suis un grand amateur de verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on peut le regarder de deux manières différentes. C'est de se dire on a encore une industrie en Europe. Le verre à moitié vide ou sérieusement vide, c'est dire qu'elle n'est plus très compétitive. Elle n'est pas à l'échelle, surtout si on compare avec nos amis chinois, mais également les Coréens, les Américains. Donc on va se dire c'est une bonne base pour recommencer. Alors, moi j'aime bien les verres à moitié pleins aussi. Oui, moi aussi. Même à trois quarts plein. Ouais. Qui t'a choisi? Donc vous allez nous dire peut-être justement, est-ce qu'aujourd'hui dispose-t-on d'une véritable politique européenne? Des fois on entend des choses et puis en fait ça ne se traduit pas dans les faits. Alors est-ce qu'il y a des effets d'annonce qui sont suivis de conditions mises en place? Donnez-nous ce panorama. C'est une manière de résumer les choses. Enfin, il y a une manière de résumer les choses qui est de dire on vit sur un continent extrêmement compliqué. On vit sur un continent extrêmement compliqué parce qu'en général, la répartition des rôles entre l'Union européenne et les États membres n'est pas très très claire pour tout le monde. Et donc, je vais vous prendre un bête exemple. La Commission européenne, au mois de mars, dans son Net Zero Industry Act, a écrit noir sur blanc qu'elle souhaitait que 40% de la production locale dans les technologies renouvelables vienne d'Europe. 40%, c'est extrêmement ambitieux. Ça, c'est l'objectif. Après, c'est comment est-ce qu'on passe de l'objectif à quelque chose de concret. Et là, on voit que depuis des semaines, voire des mois, on est dans des discussions interminables entre la Commission, le Parlement européen, le Conseil. Le Conseil, c'est donc les représentants de l'ensemble des pays. Et je peux vous dire que si le Parlement européen, en général, est plus ambitieux que la Commission, pour ce qui est du renouvellement ou du redéploiement de l'industrie, le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États, en ce compris la France, sont en général moins ambitieux. Et donc, on va arriver à un moment donné à un compromis. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est que finalement, on va arriver à un compromis qui arrive relativement tard. Et pendant ce temps-là, nos concurrents, américains, chinois, indiens, turcs ou autres, avancent extrêmement vite.
Et donc on va quand même devoir se poser à un moment donné la question simplement de la rapidité de décision en Europe. Et taper sur la Commission européenne, c'est quelque chose qu'on fait agréablement, surtout en France. Mais le problème n'est pas, en général, pas du côté des institutions européennes, il est vraiment du côté national. Je pourrais en dire un mot après. Donc, dites-nous, donc il y a des textes qui sont déjà passés, il y a sur les objectifs. Normalement, il y a des textes aussi sur la transcription, sur le côté industriel. Qu'est-ce qui s'annonce pour le côté photovoltaïque? Alors, la transcription, normalement, en droit national, on n'y est pas encore. L'idée générale, c'est que la Commission a franchi une première étape en autorisant les aides d'État. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. C'est pour une période limitée, normalement de 3 ans. Mais les aides d'État sont autorisées jusqu'à un certain plafond qui est possible de faire sauter. L'Allemagne a décidé hier qu'elle avait un léger trou budgétaire de 60 milliards et que donc, probablement, elle ne financerait pas elle-même. Et donc, on voit de nouveau la différence entre ce que la Commission veut faire d'un côté et ce qui est faisable au niveau national. Mais ce qui devrait arriver dans la nouvelle version du Net Zero Industry Act, si nos amis de Solar Power Europe ne s'y opposent pas trop, c'est globalement la possibilité d'avoir des appels d'offres avec des critères de contenu local. Si cela passe, ça ouvrira une porte extraordinairement intéressante pour l'industrie. Encore faut-il qu'au niveau national, ça se traduise concrètement en de véritables appels d'offres avec des critères de contenu local. De nouveau, la Commission définit le cadre général. Après, c'est aux États membres, donc aux pays, de l'implémenter. Par exemple, en France, donc la Commission de régulation de l'énergie, en fait, il faudrait qu'elle mette le curseur un peu plus haut sur le contenu carbone, par exemple, que sur le prix. Alors, je ne suis pas totalement convaincu sur le contenu carbone. Je crois qu'il faut considérer que la Chine n'est pas monolithique, mais que d'un point de vue environnemental, si on discute avec des gens comme Longi, ils sont tout à fait au même niveau que nous. Donc je préfère qu'on y aille franco et qu'on dise, ben voilà, si c'est du contenu local européen, on peut avoir une prime supplémentaire et donc rendre la différence de coût de production entre la Chine et l'Europe acceptable à travers justement des critères de contenu local. Je me focaliserai pas trop sur tout ce qui est environnemental, parce que, comme je disais, je pense qu'on sous-estime les Chinois dans leur capacité à avoir globalement, à terme, le même contenu environnemental que ce qu'on peut réaliser en Europe. Et il y a aussi l'idée, alors comment on le met, à part dans le contenu local peut-être, donc sur le contenu travail forcé, qui est un vrai sujet, puisque aujourd'hui l'essentiel du matériel vient de Chine au niveau des panneaux, et qu'il y a eu encore un article dans le journal Le Monde il y a quelques jours qui disait clairement que voilà, c'est le 4e produit avec le plus de contenants, on va dire ça comme ça, hein, travail forcé. Donc la région du Xinjiang en Chine avec les Ouïghours, mais aussi donc maintenant dilué sur tout le territoire de la Chine, et on a du mal. Et comment les entreprises peuvent d'ailleurs avoir une traçabilité, enfin, c'est très compliqué. Est-ce que ça c'est une piste aussi? Alors, j'aime pas de manière générale utiliser ce genre d'argument pour favoriser la renaissance de l'industrie en Europe. Mais il faut bien avouer qu'on a un véritable problème en Chine aujourd'hui et que ceux qui prétendent que les entreprises chinoises peuvent s'autoréguler dans un système qui est loin d'être démocratique, pour moi, se trompent. Donc, je suis extrêmement en faveur d'une réglementation contre le travail forcé. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'elle va passer? Ça, c'est autre chose. Et on voit qu'il y a une pression extrêmement forte de la part d'un certain nombre de développeurs en Europe pour que ça ne passe pas. Pourquoi? C'est toujours le même problème. Si vous donnez à quelqu'un la possibilité d'acheter des modules à 15 centimes au lieu d'acheter des modules à 25 centimes, tout le monde les achètera à 15. Mais je suis extrêmement surpris de voir que nos amis de Solar Power Europe, qu'on commence à critiquer sous le terme de Solar Power Xinjiang, c'était un petit peu l'article du Monde, font un lobbying extraordinaire pour être sûr que cette législation ne passe pas. Mais regardons-nous un tout petit peu dans le miroir. C'est-à-dire, on sait qu'il y a du travail forcé, pas uniquement en Chine. On a le droit de vouloir mettre des critères un peu plus contraignants sur un certain nombre que ce soit des critères environnementaux ou que ce soit ce genre de critères. Ça pourrait aider pendant un certain temps l'industrie européenne, mais je pense que ce n'est pas le cœur du problème en tant que tel. Alors donnez-nous les raisons d'espérer dans cette renaissance de l'industrie. Qu'est-ce que vous voyez arriver dans votre boule de cristal?
Ça, c'est toujours la bonne question, hein. J'avais préparé une slide sur le sujet, comme ça, je la passerai après. Mais on voit qu'il y a un changement de mentalité qui s'est opéré en Europe au cours des 2 dernières années. La guerre en Ukraine, même le Covid, ont joué énormément dans la direction d'une volonté de retour à un minimum de souveraineté. Ce que la Commission européenne dit, c'est 40% de contenu local en 2030. Il va falloir du temps pour y arriver, mais ça veut dire qu'il y a eu un changement de mentalité. Le simple fait que les aides d'État soient autorisées pendant un certain nombre d'années, pour ceux qui sont un petit peu au fait de l'interdiction du financement par les États de tout type d'entreprise ou d'industrie en Europe, c'est révolutionnaire. Et on voit qu'il y a ce changement de mentalité. Maintenant, il faut que le changement de mentalité se transforme en quelque chose de véritablement concret pour que ça aide l'industrie. Je serais de nouveau plutôt partisan du verre à moitié plein. Et j'ajouterais qu'il n'est pas impossible qu'il y ait aussi des mesures de défense commerciale qui soient prises dans les mois à venir. Je vous passe vite mes slides. Voilà, on va faire un tour d'horizon rapide sur les éléments principaux. Je ne vais pas trop vous parler de ma société Becquerel Institute, qui est une société de consultance qui travaille pour des grands noms et des moins grands noms du secteur. Ce que je voudrais dire, c'est que, vous m'excuserez, les slides sont en anglais, mais nous vivons dans un monde complètement différent. Si on regarde par rapport à il y a 10 ans, le photovoltaïque est aujourd'hui considéré partout comme étant une source d'électricité mainstream, faisant partie du mix électrique. Et la vitesse à laquelle nous développons, et quand je dis nous, c'est le secteur photovoltaïque, est quand même extrêmement intéressante pour des observateurs non avertis. On a installé pas loin de 240 gigawatts dans le monde l'année passée, on va en installer pas loin de 400 cette année. Un petit peu plus, un petit peu moins. Pourquoi je dis un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est que ça va dépendre d'un seul pays, c'est la Chine. Et j'y reviendrai dans un instant. La Chine a installé un peu plus de 100 gigawatts en 2022. Elle va en installer pas loin ou un peu plus de 200 en 2023. Et le deuxième marché mondial, c'est ça qui est intéressant, c'est l'Union européenne. Alors, vous remarquez que je dis l'Union européenne comme marché. Nous sommes, en Europe, le deuxième marché mondial du photovoltaïque, sans aucun doute. Alors c'est un marché avec 27, ou même un peu plus que 27 législations spécifiques, mais c'est le second marché mondial. Que se passe-t-il dans le secteur photovoltaïque? Nous avons en face de nous un État qui a contribué, la Chine, qui a contribué sérieusement au développement du photovoltaïque au niveau mondial. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui grâce à la Chine. Et nous sommes là aussi parce que la Chine est un pays organisé d'une manière totalement différente d'un point de vue économique, et que bien souvent, il y a une différence entre l'incitation politique à développer, comme on peut l'avoir en Chine, et l'incitation de marché, telle qu'on peut l'avoir dans le reste du monde. Et que depuis un certain nombre d'années, la Chine met en production des capacités de production photovoltaïque qui aujourd'hui sont arrivées, je vous montre juste les chiffres et les perspectives basées sur les annonces officielles pour les modules, qui sont significativement au-dessus de la taille du marché. Je vous mentionnais que le marché, cette année, devrait être aux alentours de 400 gigawatts. Si vous faites l'addition de ce que je vous ai mis ici, on est à plus d'1 terawatt de capacité de production. Alors, tout qui a fait un petit peu d'économie, c'est que si la production est largement supérieure à la consommation, que se passe-t-il? Les prix baissent. Donc, on voit aujourd'hui, il y a des développeurs dans la salle, vous savez tout ce qu'on peut acheter sur le marché aujourd'hui, des modules photovoltaïques à des prix cassés. J'ai même vu plus bas que 12 centimes. Ceci ne reflète évidemment pas la réalité économique. Et la réalité économique, elle est très simple. C'est-à-dire que même en Chine, dans le meilleur des cas, c'est d'ailleurs les usines les plus modernes, efficaces, financées par les provinces, rarement par le gouvernement, le coût de production ne tombe jamais en dessous de 16 $ par watt, il est même plutôt aux alentours de 18-19. Vous ajoutez le coût du transport, vous ajoutez la marge de l'entreprise, les coûts opérationnels. Les Chinois ne peuvent pas vendre sans perte en dessous de entre 20 et 23. Bon, peut-être descendre à 19,5. Donc, si on vend à 12, on est globalement, significativement, en dessous de son prix de revient. Si vous regardez, il y a un article de PV Magazine qui est sorti ce matin qui annonce chose auquel tout le monde s'attendait, c'est que la Chine réduit sa production pour éviter que l'ensemble des entreprises du secteur ne finissent en faillite dans les 6 mois à venir. Donc, ce qu'on doit viser aujourd'hui en termes de coût de production en Europe, ce n'est pas 12 centimes, ce qui est en dessous même du coût des matériaux utilisés
en Chine dans un panneau photovoltaïque. C'est plutôt 20 à 23 qui est le point de référence. Et puis quelque chose s'est passé qui a changé pas mal de mentalité au niveau européen. BYD, c'est une grande entreprise chinoise. C'est un des leaders chinois de l'automobile. Ils sont aussi présents dans le photovoltaïque, dans une série d'autres choses. BYD, c'est Build Your Dreams. Ils ont un rêve, et le CEO de BYD l'a dit. Mon rêve, c'est de démolir les anciennes légendes, démolir les légendes du secteur automobile. Autant dire que chez Stellantis et Renault, ça a fait un tout petit peu de remue-ménage. L'ensemble des constructeurs européens sont allés voir en urgence la Commission européenne, qui a décidé d'ouvrir une enquête pour dumping de véhicules automobiles chinois. C'est arrivé extrêmement rapidement, et c'est ce genre d'annonce qui montre dans quel secteur nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, je vais passer rapidement, parce qu'en gros, c'est plus ou moins la même carte que celle que vous avez montrée. Il y a une volonté en Europe de redémarrer l'industrie, pas uniquement en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Croatie. Il y a des projets. La totalité de ces projets permettrait peut-être d'arriver aux 40% en 2030 que la Commission européenne envisage. Donc, il y a de la marge, parce que tous ces projets n'ont pas le même niveau de qualité et des chances d'aboutir. Et alors, je vous fais un petit rébut, j'ai trouvé une jolie photo. Je vous propose 3 choses. Alors, est-ce que c'est une installation photovoltaïque bombardée en Ukraine? Est-ce que c'est l'état de l'industrie photovoltaïque en Europe? Ou est-ce que c'est le rêve du lobby nucléaire? Je ne vous demande pas de voter, ce serait simple. Vous savez très bien que la réponse est la 3e. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je mentionnais avant, mais en gros, il y a 2 tendances aujourd'hui, il y a 2 tendances politiques en Europe sur comment relancer l'industrie. Il y a ce que nos amis de Solar Power Europe veulent faire, c'est-à-dire uniquement des mesures incitatives. On vient de voir hier que la Cour constitutionnelle allemande ayant tué l'ensemble des budgets supplémentaires, il n'y aura pas de financement direct de l'industrie en Allemagne. Et il y a ce que le European Solar Manufacturing Council, dont globalement tous les panélistes ici sont membres d'une manière ou d'une autre, essayent de faire, c'est-à-dire un mix de mesures incitatives et restrictives. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. J'ai juste envie de dire que des incitants positifs, ça fonctionne dans un marché qui fonctionne. C'est-à-dire que si d'autres vendent à la moitié de leur coût de production, il n'y a aucun incitant positif qui peut fonctionner. Même si on arrive à produire en Europe à 20, 22, 23 centimes d'euros le watt, si les autres vendent à 11, les incitants positifs ne sont pas suffisants. Et je vais terminer avec ça. J'ai toujours un plaisir phénoménal à citer ce monsieur. Ce monsieur, Jürgen Grossmann, était le CEO de RWE. Et j'étais à une conférence à Bruxelles il y a bien longtemps. J'étais un peu plus jeune. Pendant cette conférence, il a dit, avec un accent allemand à couper au couteau, Producing electricity from solar in Germany, it's like growing pineapple in Alaska. Alors, j'ai vérifié. Les Américains produisent des ananas en Alaska. C'est vrai. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'était en gros que le solaire ne serait jamais compétitif. C'est pas de bol, le solaire est compétitif, donc il a été viré. Et encore plus intéressant, c'est que RWE et une autre utility allemande ont écrit au gouvernement allemand, pas plus tard que cette semaine, pour les implorer de financer de la production locale, sans quoi le soutien politique et le soutien public diminuera. Et je vais terminer par ça. Alors c'est moins marrant, évidemment. 40% de contenu local, c'est pas 100%. On peut avoir un marché libre sur une partie du marché et réserver une partie du marché à l'industrie européenne. Sinon, la transition énergétique sera retardée ou, et on le voit déjà en France, on prendra des décisions vers des technologies qui, sans être compétitives, me semblent quand même être extrêmement loin de la réalité économique. J'ai parlé du nucléaire, même s'ils sont des petits réacteurs modulables. Je terminerai par dire aussi que si on regarde le marché européen du photovoltaïque, 0,1 € par watt de coût supplémentaire par rapport aux Chinois, ça ne change globalement pas la compétitivité des installations photovoltaïques. Alors peut-être qu'on doit arriver à un certain niveau de maturité pour accepter qu'on puisse acheter des modules à 25 ou 30 centimes plutôt qu'à 10 centimes. Ça, on pourra en parler par après. Mais je pense que c'est globalement
la réflexion qu'on doit tous avoir au niveau politique et en ce compris au niveau des développeurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Gaëtan. Alors, je propose d'enchaîner directement, et on prendra des questions peut-être après, comme ça vous avez le temps de maturer par rapport à ce show, hein, quand même, Gaëtan Masson, toujours formidable. Merci, c'est un plaisir de vous avoir à Energaia. Donc voyons maintenant quelle est la place de la recherche européenne dans la renaissance de l'industrie photovoltaïque sur notre continent. Je demande à François Le Galland de nous rejoindre. Il est le directeur du CEA Liten, avec un micro qui normalement est ouvert. 1, 2, vous m'entendez? Absolument. Donc le CEA Liten, basé à Grenoble et à Chambéry, où vous intégrez l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES. Ce laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux est depuis presque 20 ans, sauf si je dis une bêtise, un institut de recherche du CEA. Et pour être transparent là aussi, votre laboratoire est en support du projet carbone dont nous parlerons plus tard. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors François Le Galland, pouvez-vous nous dire comment la recherche française et européenne a-t-elle pu, entretenir la flamme pendant la période de désindustrialisation du photovoltaïque sur notre continent qui a l'air de s'achever? En tout cas, c'est ce qui est appelé de nos voeux. Quels travaux de ces années-là servent aujourd'hui à l'industrie? Alors, un premier point, c'est comme Gaëtan le disait tout à l'heure, on n'est quand même pas sur une terre complètement brûlée, et même dans ces années difficiles, il restait quand même il reste une base industrielle en France et en Europe. Donc la première chose qu'on a cherché à faire, c'est justement rester en contact au maximum avec ces acteurs industriels, puisque, et on verra, et je pense que c'est, si on revient un moment sur les sujets de la Chine, c'est leur grande force, c'est qu'ils sont très innovants, il ne faut pas du tout les sous-estimer là-dessus, ils sont d'autant plus innovants qu'ils ont ce contact avec l'industrie. Et nous, on est intimement persuadés que de la recherche sans partenariat avec l'industrie, vous êtes quasiment voué à disparaître en gros. À un moment, ça a peu de sens en fait, par rapport à nos sujets d'industrialisation dont on parle. C'est pour ça que dans ces moments, alors des fois on ne le trouvait pas en France, des fois on allait ailleurs en Europe. Donc par exemple, voilà, on a depuis un peu plus de 9 ans maintenant un partenariat de R&D avec Enel Green Power, sur lesquels on a travaillé sur la technologie, et on travaille toujours sur la technologie hétérojonction, hein, et Enel qui a maintenant à Catane donc en Sicile, 300 MW en Sicile, et qui sont en train de monter à 3 gigawatts. On a travaillé avec des équipementiers. On a travaillé avec, à l'époque où ils étaient encore équipementiers, Meilleur Burger avant qu'ils repassent industriels. Et puis on travaille aussi depuis de nombreuses années avec côté national, avec ECM et avec SEMCO, qui font partie des équipementiers encore actifs et pertinents en France et en Europe. Donc ça, c'est les travaux qui servent et qui servent encore aujourd'hui, l'hétérojonction. Ce qui permet, voilà, je pense, d'avoir gardé une certaine compétitivité et une pertinence, c'est qu'on a gardé ce lien avec ce tissu industriel, avec un focus sur les technologies silicium. Voilà, nous, on s'est concentré sur les technologies silicium, que ce soit hétérojonction et TOPCon, et puis derrière, avec des évolutions possibles, puisque ça permet, chaque fois dans une logique d'industrialisation, il faut se dire que les usines, que ce soit ceux qui visent le TOPCon, comme on va avoir Carbone et Losolis qui visent la technologie TOPCon dans leur Gigafactory, et Enel qui vise plutôt qui est sur l'hétérojonction. L'idée, c'est que dans une approche tandem, par exemple, ils peuvent réutiliser massivement une partie de leur CAPEX. Et donc, du coup, nous, on a dans nos sujets de R&D cette volonté de permettre aux usines de rester compétitives, puisque, voilà, là, tu l'as aussi très bien expliqué, cette compétitivité, elle est indispensable. Et donc, il faut qu'on se mette en ordre de bataille dans notre recherche pour permettre ce maintien de compétitivité. C'est ce qu'on fait pendant très longtemps, et ce qui a protégé les Chinois, c'est que typiquement, voilà, quand ils avaient l'aluminium BSF, derrière, quand ils sont allés vers la PERC, ils ont rajouté que 2-3 équipements, et donc ça leur permettait de faire du réutilisation massive de leurs équipements dans leurs usines, et ce qui permettait, c'était très difficile pour des nouveaux entrants de rentrer dans ces cas de figure-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc on s'est appuyé sur ces industriels. Pour répondre à la question de départ, c'est comment est-ce que dans cette période difficile, on essaye de maintenir une activité. Voilà, ces acteurs français, européens, industriels, on reste le plus proche possible d'eux pour les aider dans leur R&D. On s'appuie aussi sur l'Europe. Voilà, on a des projets H2020 sur l'Europe avec un certain nombre de ses partenaires. On a monté des projets.
des projets européens. On a des projets nationaux, France 2030, avec le PEPR TAS, pour ceux qui le connaissent, qui est dans son périmètre, il y a les réseaux et le photovoltaïque. Et puis toujours dans France 2030, on a les instituts de la transition énergétique. Hein, et donc en France, on a qui couvre sur la R&D, on a l'IPVF avec le CNRF, et puis on a celui qu'on porte côté CEA qui est l'INES. Donc on a utilisé ces différents leviers pour se préparer. Et l'idée, c'est de se mettre avec ces technologies dont je parlais, avec les expertises qu'on a. Voilà, sur Chambéry, on a à peu près 200 chercheurs sur ces technologies photovoltaïques, avec des très forts portefeuilles de brevets. Voilà, on dépose à peu près 60 brevets par an. C'est hyper important d'avoir ces brevets parce que ça protège nos partenaires dans les développements. Et puis avec des plateformes technologiques à l'état de l'art. Voilà, toujours, si je prends l'exemple de Chambéry, on a 2000 m² de sage blanche dans lequel on a les équipements de ses partenaires, on a des équipements de CM et de SEMCO où on fabrique des cellules avec et on montre à quel point ils sont pertinents et compétitifs. On s'appuie sur ces bases-là et c'est ce qui nous permet quand il y a des projets comme ceux de Carbone au Solis ou d'autres qui arrivent, d'être en mesure de leur proposer des technologies et de la R&D et de l'IP. Merci François Le Galland pour ça, parce qu'on n'a pas forcément, même j'allais dire dans le milieu, hein, puisqu'on est à Energaia, hein, ce salon professionnel, il n'y a pas forcément cette vision d'une recherche qui est toujours là et qui n'est pas dans son coin à bricoler. Hein. Il y a vraiment, on est vraiment sur des outils performants qui donnent aujourd'hui des concrétisations à un stade industriel. Et juste pour qu'on partage aujourd'hui, on va dire, j'ai l'impression que vous êtes toujours sur ce côté, donc de travailler sur le mainstream, on va dire ça comme ça, parce que c'est là que ça se passe, sur le silicium, etc. On a encore vu des publications sur le fait que vous sortiez un panneau à contenu carbone divisé par 2 hein, par rapport à un standard, me semble-t-il, voire même encore en dessous. Et en même temps, vous êtes sur le coup d'avance, hein, le coup d'après, voire le coup de encore après, quand on parle des perovskites, etc. Mais c'est pas, on n'est pas dans la stratégie de dire on a perdu la bataille du silicium, on laisse l'industrie chinoise faire ce qu'elle a à faire pour le moment et on vous donne rendez-vous avec les produits du futur. C'est pas ça du tout. Ça me paraît une stratégie un peu risquée de dire à chaque fois je vais sauter de cette technologie, puis je vais sauter de cette technologie, puis chaque fois je dis je vais faire un saut de plus en plus grand, et puis au moment c'est plus possible de rattraper. Je pense qu'on est sur des choses où il faut à la fois être capable de faire de la recherche incrémentale pour les technos actuels. La technosilicium actuelle, c'est TOPCon, hétérojonction. Une jonction, ça peut monter théoriquement jusqu'à 27%. Voilà, donc il faut que pour ces usines, on se rapproche le plus possible de ces 27% avec ces technosilicium. 27% de rendement. De rendement cellule, tout à fait. Il faut qu'on travaille sur réduire les quantités de pâte argent. Voilà, parce que c'est un sujet fondamental, parce que quand on regarde les quantités de photovoltaïque qu'il va falloir installer en France, en Europe et dans le monde, si on continue avec les quantités d'argent, ça passera pas. Introduction du cuivre du coup, mais qui pose plein de problèmes d'adaptabilité. Ça peut être le cuivre, ça peut être d'autres choses, il y a plein de choses possibles. Donc travailler sur les matériaux critiques, travailler sur le bilan carbone, c'est pour ça qu'on travaille tout le long de la chaîne. Il faut regarder la cristallisation, le silicium, les modules. C'est pour ça que dans les projets de Gigafactory, bien prendre en compte l'aspect du silicium est important, parce que si on veut faire des cellules de performance, la qualité du silicium elle est indispensable. Et puisque c'est la partie la plus énergivore, donc en termes de bilan carbone, c'est clé. Donc il faut vraiment maîtriser le silicium, les cellules et les modules. Et donc il faut à la fois faire cette recherche incrémentale et puis après travailler sur le coup d'après, qui sont les tandems, qui peuvent être d'autres choses, pour préparer, parce qu'il faut à la fois préparer être au support de la compétitivité des gigafactories dont on parle là, qui vont être dans les années qui viennent, et puis préparer la poursuite de leur compétitivité, puisque une usine, quand on construit une usine qui vaut pas loin d'1 milliard chacune, l'idée c'est qu'elle dure quelques années, et donc pour ça il faut préparer dès maintenant les sujets qui vont faire que dans 5-10 ans elle sera pérenne et il y a une vraie continuité dans la compétitivité. On va parler de la question des matières premières dans quelques minutes avec Karsten Rohr, qui est le directeur commercial de Norsun, qui est en visio avec nous. Mais juste peut-être une dernière question, François Le Galland, c'est justement, est-ce qu'il y a une collaboration de la recherche et le lien avec l'industrie
au niveau européen ou est-ce que c'est un peu du chacun pour soi? Est-ce que c'est chacun sur son couloir? Non, non, on collabore. Je pense que si on commençait à se faire la guerre entre Européens, c'est qu'on n'a pas compris où était où était la vraie concurrence. Je pense que Gaëtan l'a bien expliqué. Non, je pense qu'il y a une vraie coopération. Il y a une vraie coopération au niveau national. Nous, voilà, on travaille avec nos camarades du CNRS, de l'IPVF. Il y a une vraie collaboration au niveau européen avec le Fraunhofer, dans le cadre de ce qu'on fait avec Carbone, on travaille aussi avec Constance, on travaille avec le CMECM en Suisse. Oui, on a de par les réseaux de chercheurs, de par les projets européens, de par des partenariats industriels en commun, on travaille là-dessus. De toute façon, c'est des sujets où il faut aller vite, il faut mettre des moyens importants. Et pour ça, on est toujours en général plus efficace quand on est à plusieurs. Donc, merci à vous. Et pour justement une véritable souveraineté dans la production de panneaux solaires, il faut être aussi autonome donc, sur la question des matières premières. Ça, c'est quand même une évidence. Et la chaîne amont, donc on va en parler aussi tout à l'heure avec le projet Carbone. Donc on parle là aussi de production de silicium, de lingots. On va retrouver donc Karsten Rohr là-dessus. Mais je me tourne à nouveau vers vous, Gaëtan Masson, avant d'avoir le directeur commercial de Norson. Est-ce qu'il y a une stratégie européenne sur cette question de l'approvisionnement? Parce qu'on voit des fois, enfin là ça commence à bouger sur les batteries de véhicules électriques, qu'on fait, on met de côté cette question-là, on le met sous le tapis. Non, c'est pas du tout sous le tapis. Il y a au niveau européen ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act, donc une volonté de la Commission européenne de justement gérer l'approvisionnement, pas uniquement dans le secteur du photovoltaïque et des batteries, mais de toutes les technologies, clean tech et autres. Donc ça va prendre un petit peu de temps, sachant qu'on n'est pas vraiment un continent où les matières premières sont disponibles facilement, mais il y a une volonté de ne pas dépendre de manière extrême de l'étranger ou d'un ou deux fournisseurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça se met en place. Et je crois qu'on est passé en l'espace de 2-3 ans d'une situation où on considérait qu'en gros on pouvait fabriquer à l'étranger tout ce qu'on voulait, à une situation où on se rend compte que finalement le monde est devenu beaucoup plus dangereux, que les relations internationales sont devenues beaucoup plus basées sur la force qu'elles ne l'étaient ces dernières années, et qu'on est dans l'obligation de se protéger. Et il y a énormément de choses qui se mettent en place au niveau européen. Ça va encore prendre quelques années. Avec l'habitude qu'on a pris aussi, c'est d'être très peu compétitif dans un certain nombre de secteurs industriels, principalement sur l'approvisionnement en matières premières, simplement parce qu'on n'a plus été confronté à cette concurrence internationale, puisqu'on importe globalement tout dans tous les secteurs. Et pour la société, quelque part aussi, là, se pose la question de retrouver de l'industrie, éventuellement polluante, parce qu'on a un impact, alors peut-être moins polluante, et ça, nous, on le voit puisqu'on vit à côté. En fait, on va en parler tout à l'heure avec Holosolis et Carbone, de cet aspect-là, mais ça se retrouve aussi sur les matières premières. Qui veut aujourd'hui rouvrir des mines sur son territoire? Et qui veut y travailler? Bien, on va laisser la question en suspens. Et on accueille maintenant Karsten Rohr, qui est le directeur commercial de la société norvégienne Norson, une entreprise, oui il était avec nous Karsten, une entreprise qui fabrique depuis 2008 des lingots et wafers, plaquettes en français, qui servent ensuite aux fabricants de cellules. Hello Karsten. Hello, hello. Thank you for your participation. Merci de votre participation. Merci de m'avoir invité. Et toutes mes excuses de ne pouvoir vous rejoindre en personne, mais je suis ravie d'être avec vous. First, can you tell us from what needs did this wafers production arise in Norway 14 years ago? De quelle manière le besoin de production des gaufrettes est arrivé il y a 4 ans? Oui, nous étions une entreprise. Nous avons construit notre usine dans un petit village à Odal, sur la côte ouest de la Norvège. Nous travaillons sur la base de l'hydroélectricité. Nous travaillons depuis 2008. À cette époque, nous pensions que le photovoltaïque serait une industrie de l'avenir. Et la stratégie de Norson, dès le début, a consisté à se concentrer sur les segments les plus efficaces, qui nous semblait être la meilleure manière de procéder. Voilà comment nous avons commencé, avec l'hydroélectricité et la production d'éléments pour les énergies renouvelables, en mettant l'accent sur les segments à haute efficacité.
Voilà notre stratégie. C'est ainsi que nous avons commencé à produire les composants importants pour les modules what's the PV Northern en link Norvège. with European Quel research? est le lien de Norcem avec la recherche européenne? Nous avons des liens très forts avec la recherche européenne et bien sûr avec la recherche norvégienne également. C'est l'un des avantages que nous avons en Norvège, car nous avons des industries de la métallurgie, traditionnellement, qui servent de base silicon pour crystals, les and cristaux also de the silicium R&D in solar. And of et course, pour la recherche et développement dans that's le very solaire. much, as was just mentioned, very much a Et focus and still a strong effectivement, c'est competence in vraiment une Europe. composante And we are very much importante. C'est involved in très that. We important are en Europe. involved Nous avons in travaillé dans at ce domaine least 5 or 6 big et European avec au moins 5 projects, ou 6 or grands R&D projets projects. européens de So that recherche et is développement. that's certainly a strength that we C'est have très in Europe. certainement une force que nous avons en Who Europe. are Northern's customers Qui sont les today clients and de Norcem tomorrow? actuellement et ceux de demain? Well, as I mentioned, Comme je we l'ai have dit, started nous avons with commencé on the high efficiency end. avec seulement les So we segments les have plus efficaces. from the very beginning of Donc, our dès le début operations, had for dès le example début, nous SunPower and avions Sanyo. avec SunPower et Sanyo, Narmaxion, avec Narmaxion. and Sanyo turned into Panasonic. They're not producing any Et Sanyo longer, s'est but that's transformé those en are Panasonic. traditional Mais voilà, c'était important part of our customer partenaires traditionnels. portfolio. Ils faisaient partie de But over the notre years, portefeuille de based clientèle. on the Puis au fil des années, hydropower en développant nos activités production that we have hydroélectriques, extremely low carbon footprint. nous avons réduit And notre empreinte that was, of carbone. course, the basis also for having competitive advantage, and Ce qui nous a permis d'acquérir un avantage comparatif, notamment en France, avec le système d'appel d'offres qui valorise les faibles empreintes carbone. C'est important sur ce marché, sur ce segment. Donc, les clients français ont toujours été dans notre portefeuille, ainsi que les clients qui sont présents sur le marché français. Et puis le troisième élément important dans notre portefeuille clientèle, c'est la chaîne de valeur de l'Europe de l'Ouest. De plus en plus de gens sont conscients des problèmes de dépendance, comme il a bien été expliqué. On veut se soustraire de la dépendance à la Chine. Et nous, en tant que producteurs non chinois, nous apportons cette valeur. Nous sommes quasiment les seuls non asiatiques qui produisent ces matériaux. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup de nos clients sont des clients européens. Et cela veut dire également que nous avons un rôle central à jouer dans la construction de cette chaîne de valeur dans l'Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Oui, les États-Unis, vous avez bien fait de l'évoquer. Oui. Vous avez deux projets importants, me semble-t-il, en Europe, en Norvège, pour la production, sur un site en Norvège, 5 gigawatts aux États-Unis. Why? Pourquoi est ma question. Ah oui, vous avez raison avec les faits. Et comme vous avez dit, il y a deux sites aux États-Unis. On agrandit notre infrastructure norvégienne de 3 gigawatts. Nous avons reçu une allocation du Fonds européen de 54 millions d'euros pour contribuer à cet agrandissement. Je peux vous donner davantage de détails si vous le souhaitez. Et par la même occasion, nous avons constaté que les conditions de marché aux États-Unis avec cette RSI, le l'acte de réduction de l'inflation, est très avantageux grâce au soutien et la CAPEX, le soutien OPEX également,
grâce à cette IR1, mais il y a aussi des mesures pour protéger le marché aux États-Unis. Et voilà des choses qui ne sont pas en place en Europe au jour d'aujourd'hui. Ça représente un avantage considérable pour le marché américain en termes de tarification et au niveau des restrictions en ce qui concerne le travail forcé. C'est une mesure pour protéger le marché. Voilà les bases pour leur industrie là-bas. Nous avons un projet de construire donc 5 gigawatts de capacité aux États-Unis et de continuer sur ce chemin. You don't stop in Europe. Mais you continue. Vous continuez également en Europe. C'est notre intention. De pair, on souhaite augmenter notre capacité européenne. Chez nous, sur notre site actuel, c'est un agrandissement de 3 gigawatts que j'ai déjà évoqué. Et le fonds d'innovation nous soutient. C'est très important, mais ça ne suffit pas pour nous permettre d'agrandir, de rajouter de la capacité en Europe pour reconstruire notre industrie. On a besoin davantage d'aide, de soutien. C'est absolument flagrant, surtout si l'on compare avec la situation américaine. Bien sûr, nous sommes très impliqués dans le lobbying pour obtenir ce soutien et pour expliquer tout ce qui se passe. C'est pour cela que nous avons créé, avec d'autres parties, ce conseil des fabricants en Europe. Et il y a quelques années, avant que les gens ne se rendent compte que cette industrie avait un rôle stratégique dans la chaîne de valeur. Mais la Commission européenne s'en est rendue compte maintenant. Mais certains États membres sont un petit peu à la traîne. Mais il faut avoir le bon cadre en place, y compris les mesures de protection qui créent un terrain de jeu égal avec l'empreinte carbone, la restriction de travail forcé, et d'autres normes encore pour avoir une concurrence loyale. Dernière question, si je puis me permettre. En ce qui concerne le silicium, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés au niveau de l'approvisionnement? Oui, le silicium est la matière première que nous utilisons dans notre chaîne de valeur. Elle est clé. C'est une étape qui est divisée entre les Chinois et les autres. Dans l'espace de 12 mois, les prix de silicium ont tombé jusqu'au plus bas jamais vu. Et ça, c'est parce que les Chinois ont accentué leur production. Ils font une surproduction de silicium actuellement. Mais je dois dire qu'il y a cette question de travail forcé. Et lorsqu'il s'agit du silicium industriel et le quartzite, qui est la matière première, alors la plupart viennent de cette province de Xinjiang. C'est une question absolument fondamentale. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment l'analyser. Nous regardons les producteurs à l'ouest, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a certains aux États-Unis, en Allemagne également, mais nous en avons besoin davantage dans l'ouest. Il faut vraiment s'assurer à ce que tout ce qui vient de la Chine soit vide de tout travail forcé. Le chemin traditionnel est de trouver de nouvelles technologies. On travaille main dans la main avec d'autres sociétés qui travaillent là-dessus. Par exemple, Green 14
que vous connaissez peut-être. Un matériel en est un autre. Donc, on travaille avec des protocoles d'accord. Merci infiniment, Karsten. Restez avec nous pour la séance de questions-réponses, si jamais c'est possible de votre part. Merci beaucoup. Donc, la seconde séquence de cette table ronde, elle est consacrée à deux beaux projets industriels français. On les a nommés plusieurs fois, hein, 2 Gigafactory annoncés pour 2025, voire 2024 pour le lancement des lignes pilotes. Leurs 2 dirigeants nous font l'honneur de venir ici à Energaia pour nous en parler. Je leur demande de nous rejoindre. Hein. C'est Jan Jacob Boom-Wickers pour la société Holosolis, avec un site prévu en Moselle, et Pierre-Emmanuel Martin pour la société Carbone, avec un site envisagé non loin d'ici, à Fos-sur-Mer. Bonjour à vous deux. Vous pouvez prendre un micro. Voilà, c'est un bel encouragement de la salle. Nous commençons avec vous, Pierre-Emmanuel Martin. J'ai du mal à vous voir. Bonjour. Je vais m'avancer. Hop, tac, voilà. Voilà, bonjour à vous. Et donc vous êtes le président de Carbone. Et j'allais dire, votre parcours là, qu'on voit à l'écran, il dit un peu de vos fonctions, fonctions toujours actuelles d'ailleurs, qu'on voit à gauche, disent bien les liens, les interactions, j'allais dire, entre l'aval et l'amont de la filière. Et vous allez nous décrire ce projet de Gigafactory verticalement intégré, c'est-à-dire avec une fonderie de lingots, un atelier de découpe de plaquettes entre autres. Et vous nous direz pourquoi ce choix de l'intégration. J'ai d'abord une petite question justement au vu de votre CV, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé, à titre personnel, à partir dans cette aventure, on peut dire, de la production industrielle photovoltaïque? Bonjour, très bonne question. Je me la pose souvent. Non, c'est assez simple. Moi, je viens d'un monde du solaire photovoltaïque français, ou en tout cas des énergies renouvelables, avant qu'il existe des lois qui les aident et qui les favorisent. Donc nous étions peu nombreux dans les années 90. Et dans ce monde-là, où la production d'électricité était l'apanage de monopoles, principalement d'État, où la production était très centralisée, les énergies renouvelables, et singulièrement le solaire photovoltaïque, vivaient dans des niches. Et la niche principalement du hors-réseau. Et dans cette niche-là, la France était le leader. Et donc, on avait un écosystème qui était très fort, un industriel, Photowatt, un assembleur, un intégrateur, Total Energy, des installateurs, des ingénieurs et une profondeur de banc, puisque nous avions les dom-tom, des sites isolés, des institutions, le fonds d'amortissement des charges d'électrification, enfin tout un ensemble de choses qui faisaient que la France pouvait s'enorgueillir, et puis évidemment des ingénieurs de classe mondiale, et pouvait s'enorgueillir d'être un des leaders du solaire photovoltaïque, sachant que la famille Becquerel, parce que Becquerel c'est pas qu'un institut, et je tiens juste à dire que au sein de Carbone, nous sommes très écuméniques, puisque effectivement Gaëtan est avec nous, nous accompagne, mais aussi le CEA qu'on salue. Vous voyez, on a quelqu'un qui visiblement n'aime pas trop le nucléaire, mais on a aussi le commissariat à l'énergie atomique, donc on est très consensuel. Enfin, c'est ça ce monde et c'est ça la France, le monde des ingénieurs. Et juste pour rappeler quand même que Becquerel, c'est une famille dont le grand-père, alors Gaëtan vous le dira, mais le grand-père a eu un fils qui a trouvé la radioactivité, qui lui-même a le photovoltaïque, et qui a eu un fils qui lui-même a trouvé la radioactivité. Donc voilà, la France pour moi c'est ça. J'ai fait effectivement Centrale Supélec. Moi je viens de ce monde, on va dire d'avant des années 90, où globalement l'électricité c'est la France. Et on en a encore, bon, moi je viens de Grenoble, donc la Sogréa ou l'hydraulique, la houille blanche, ça a bercé notre enfance. Aristide Bergès et toutes les vallées alpines. Mais il y a après évidemment EDF qui a été quand même, moi je me souviens encore dans les années 90 ou 80, c'était quand même le Tesla. L'entreprise qui faisait rêver toute l'industrie électrique mondiale, parce que organisée, intégrée et très efficace, et puis avec le coût de l'électricité le moins cher du monde. On a quand même Sonepar et Rexel qui sont les plus gros distributeurs de matériel électrique. On a Schneider, on a à l'époque Merlin-Gerin, aujourd'hui devenu Schneider, mais qui dans l'électrotechnique et la distribution et les câbles est quand même une référence. Donc on avait cet écosystème, et le photovoltaïque s'inscrivait là comme une petite chose, parce que c'était un petit marché, mais très fort. Voilà. 20 ans plus tard, on a disparu, et moi c'est ça qui m'anime.
Et c'est comme ça que, voilà, moi, les renouvelables, j'adore. J'en ai fait ma vie, ma passion. On participe à la transition énergétique. Après un parcours, effectivement, après mes études, l'Observatoire des énergies renouvelables, création de différentes sociétés, beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire. Et à un moment donné, je dois dire, je suis gêné en tant que développeur, même si en ce moment, effectivement, 13 centimes, c'est très agréable pour des projets qui ont été tarifés il y a quelques mois. Mais il y a quand même cette question-là de la transition énergétique. Ce n'est pas que passer d'un système technique à un autre. C'est quand même quelque part un paradigme de civilisation où on essaie quand même d'embarquer la société vers quelque chose de mieux. Et si ce mieux se traduit par donner les clés à un régime qui, à un moment donné, saluons la Chine, qui a inventé le solaire compétitif, mais je crois qu'aujourd'hui, on est quand même un peu dans un versant un peu plus totalitaire de l'affaire. Moi, ça me gêne. Donc c'est, à un moment donné, cette question du panneau solaire, moi, ça m'a titillé. Et j'ai fait beaucoup d'éolien, donc j'ai vu Vestas, la création de Vestas, Energy Mycon et Vestas faisant fusion pour devenir ce qui est devenu. On a participé, on a travaillé avec DeWin, qui n'existe plus. Enfin, on a été aussi très, très proche des fondateurs d'Enerco. Donc cette question de l'industrie européenne, des objets de la transition énergétique, pour moi, est essentielle. Donc on entend un engagement même citoyen, on va dire. Hein, voilà, on va dire le mot. D'industriel constant. Oui, en tant que citoyen que tu deviens un industriel, c'est tout à fait compatible. Et donc juste, moi je vous lance sur, alors que je viens de passer donc une image là sur une vue d'artiste, on va dire, de l'usine projetée, et puis avec tout justement on va dire les étapes voilà, de fabrication. Pourquoi ce choix de partir directement avec une intégration de l'amont ça rajoute encore un niveau de complexité, non ? Alors, oui, ça peut rajouter un niveau de complexité. Bon, tout d'abord, dans Carbone, il y a des fondateurs et il y a des talents. Et parmi les talents, il y a quand même une entreprise qui s'appelle ECM, dont François a parlé. C'est quelqu'un équipementier, équipementier qui est sur la cristallisation, donc qui est un spécialiste quand même, référence dans la cristallisation, et qui aussi sur les équipements, le celluling, en tout cas aussi possède, et en tout cas plusieurs brevets et surtout des machines très intéressantes dans la ligne et qui sont d'ailleurs vendues à des entreprises chinoises, Longi parmi d'autres. Et donc pour nous, il nous paraît absolument indispensable de maîtriser le maximum juste la Chine, pour rappel, c'est quand même 98% du polysilicium qui est absorbé en Chine pour être transformé à 98% en wafer. Donc à un moment donné, il faut placer au cœur de notre problématique la question de la souveraineté. Alors après, effectivement, certains pourront peut-être travailler avec Norson. Nous, il nous a paru absolument indispensable, à partir du moment où on veut revenir dans le match, qu'il faut qu'en France, et en tout cas dans des pays cœurs de l'Europe amis, on maîtrise absolument cette technologie pour éviter demain, quand on a lancé Carbone, Vladimir Poutine a été notre principal messager. En tout cas, on l'a créé pratiquement le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, on voit bien la dépendance et la faiblesse sur une chaîne de valeur si jamais on ne fait pas attention à ça. Donc nous, on a voulu l'intégrer. Après, on travaille avec des gens très intelligents, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, qui sont aux Pays-Bas, qui sont en Espagne, et qui nous disent l'intégration, c'est quand même la clé d'aller chercher les économies d'échelle. Les économies d'échelle vont être atteintes avec donc c'est par l'intégration et par le volume. Et que nous, on n'est pas là pour faire de la figuration, on veut revenir dans le match. Donc on veut demain être dans le top 10, voilà, peut-être le top 5. Ça, c'est ce que j'assigne à mes équipes, en 2030 en tout cas. Et c'est que donc pour pouvoir aller chercher ça, c'est et volume et intégration. Et ça, c'est aujourd'hui, vous regardez les meilleurs Chinois, ce sont ceux qui sont partis en général d'ailleurs du wafer ou en tout cas de la cristallisation, qui ont remonté toute la chaîne. Ils sont intégrés. Voilà, il faut absolument maîtriser cette question-là. Donc maintenant, nous, ça rajoute de la complexité. Oui, mais la complexité, c'est du travail. Voilà, et nous, on est à la fois... on aime travailler et donc il suffit juste de s'organiser pour que ces questions-là soient proprement adressées. D'accord, alors on voit justement un peu donc une image du site. Et donc, je reviens sur l'histoire de la réindustrialisation et de notre difficulté en tant que Français peut-être à revoir une industrie qui peut être, on allait dire, polluante ou pas polluante. En tout cas, il y a un impact sur l'environnement. Comment ce sujet, vous pouvez l'aborder sur place ? Alors,
bon, polluante dans son... Alors tout d'abord, sachez que c'est quand même un site d'une 60aine d'hectares qui manipule beaucoup de volume. Donc de fait, par le classement de réglementaires français, on rentre dans les usines Céveso Seuil Haut avec demande d'autorisation d'exploitation au titre des ICPE. Voilà, parce que de ce que par la taille et par les volumes de produits manipulés. Après, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Fos, et là où on va être sur la Darse. D'un côté, il y a quand même ArcelorMittal, Ascométal ou d'autres industries. Si vous voulez voir ce que c'est que des industries polluantes, allez là-bas. Ici, nous, on est sur des usines 4.0, totalement électrifiées, avec évidemment la manipulation de produits chimiques et des gaz qui seront à maîtriser. Après, je dirais que moi, j'ai fait, parmi d'autres choses dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'éolien en France. Hein. J'ai participé à peu près à 1 gigawatt, donc 300 mégawatts from scratch. S'il y a bien une infrastructure qui est absolument compliquée à faire admettre dans son environnement, dans son acceptation locale, dans son acceptation je dirais, réglementaire et étatique, 29 administrations concernées, c'est l'éolien. Donc cette habitude-là, on a donné l'ADN à nos équipes en disant que l'environnement, il n'y a pas de moyen de transiger avec. Donc aujourd'hui, on a eu une CNDP qui a eu lieu, donc, parce que c'est un projet d'intérêt national, concertation préalable, commission nationale de débat public, on a eu les félicitations du jury. Ces questions-là, aujourd'hui, on les adresse correctement. Et justement, je dirais, c'est ce qui fera notre force, et c'est ce que nous saurons vendre demain dans nos produits. C'est que, un peu, c'est comme le tandem là, dont parlait François, qui est quand même la technologie, la next gen, c'est-à-dire qu'après le silicium, une seule jonction, on ira chercher avec couche mince d'autres choses. Moi je dis finalement, nous ce qu'on va faire en Europe, enfin en tout cas c'est la promesse de carbone, c'est du tandem, c'est-à-dire qu'à l'excellence technologique chinoise, nous on va garder l'excellence sociale et environnementale européenne. Et c'est ce qu'on va vendre. Et ça se market bien, et finalement ce sera peut-être 1 centime ou 2 centimes de plus. Mais là, sans déconner, le système, il est capable de l'absorber. Ou alors, c'est à désespérer et notre modèle social, écologique et industriel européen est mal barré. Je voulais juste qu'on voit aussi sur donc le site, hein, on le voit un peu mieux. Donc effectivement, on est dans un site très industriel. C'est une usine de 5 gigawatts, ouais. Première usine, sachant que Carbone a l'ambition assez raisonnable, dans un délai assez court, de faire 30 gigawatts sur 6 gigafactories en Europe, sachant qu'on a déjà un sister ship en Allemagne avec lequel on travaille pour apporter assez rapidement une proposition de 10 gigawatts en Europe. Donc sur ce premier site, on est intégré, c'est à peu près 3000 emplois. On est effectivement, on a trois usines en une. On a un atelier lingotage, sciage pour faire du wafer, ensuite celluling et moduling. On a évidemment 62 hectares sur lesquels on est sur un site qui est la zone industrielle au portuaire de Fos-sur-Mer. Donc normalement c'est une zone industrielle, mais qui, comme elle s'est arrêtée à peu près dans les 60-70, il ne s'est rien passé. Donc on a un très bel écosystème. Il y a de la place, mais c'est un très bel écosystème. La nature a pris ses droits, la biodiversité. Mais là, on a fait toutes les études et l'Adréal est très contente des arbitrages qu'on a réalisés, des mesures compensatoires, des réductions, etc. Donc on a l'intérêt de ce site, c'est qu'on a 500 000 tonnes entrées-sorties de matériel, du verre, de l'aluminium. Et donc comme on est à côté, vous voyez, on est sur des darses de quai de déchargement, donc du site au quai, on a à peu près 3 km, et donc on va extrêmement réduire l'ensemble des manipulations et des transports, sachant qu'on a un site qui est ferré, bien évidemment. Voilà, donc je voulais juste qu'on finisse de ce côté avec le calendrier général prévu avant de parler de Holosolis. Et juste dans ma question sur le calendrier, et je poserai aussi la question après à votre voisin, est-ce qu'il y a des partenariats avec les énergéticiens qui sont présents en masse sur Energaia pour des précommandes? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui tapent à la porte en disant voilà, nous le panneau français, on y va? Oui. Donc ça, c'est très clair. Après, on ne va pas se leurrer. Il y a 1 an, quand on a commencé à travailler l'idée qu'il y avait du panneau français, là, je veux dire, on a eu à peu près 20 gigawatts d'intention d'achat. Tout le monde voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problématique d'approvisionnement. 28 centimes, j'achète autant que tu veux. Bon, voilà, maintenant, ils sont revenus. On est à 10 centimes. Donc, c'est bon, quand même, peut-être qu'on pourrait... Bon, ok. Donc là, aujourd'hui, il y a une négociation qui s'est engagée avec plusieurs. On a sécurisé déjà plusieurs contrats.
Je pense qu'on va aller step by step. On va quand même attendre la fin du NZIA, savoir quelles sont les mesures de protection, parce qu'on ne va pas se leurrer. On peut peut-être réussir sur du premium ou sur certains segments, mais si l'Europe n'adresse pas clairement et rapidement la question du NZIA, qui permet aux États membres de prendre des mesures, des dispositions permettant, donc, ce dont parlait Gaëtan tout à l'heure, ça s'appelle le bonus résilience, que la France a inventé. En gros, le modèle que l'Europe veut mettre en place, c'est les appels d'offres et dans lesquels les États sont capables de mettre soit une note avec un peu de carbone, soit avec du contenu local. Vous savez, nous, on l'a inventé en France, ça s'appelle la prime pour le financement participatif, les 3 € du mégawattheure. Je l'ai beaucoup utilisé sur mes projets, ça marche bien. On poussera juste un peu plus les curseurs, mais ça marche, ce système. On veut qu'il soit ça. Mais oui, là, aujourd'hui, de toute façon, ceux qui n'achèteront pas français demain auront beaucoup de mal à développer leurs projets en France. Et en Allemagne, c'est pareil. Merci à vous. On vous garde bien sûr pour les questions et je me tourne maintenant vers Jan-Jacob Boom-Vickers, le PDG de la société Holosolis. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous pour parler de l'autre grand projet français prévu pour 2025, lui aussi dans sa phase de production. Vous allez dire si c'est en phase industrielle ou pas, vous nous donnerez aussi le calendrier. Juste un petit mot sur vous quand même aussi pour qu'on voit un peu le parcours et ce lien là aussi. Il n'y a pas de secret, vous avez une expérience dans le domaine du photovoltaïque, vous étiez directeur général de REC Solar France, puis États-Unis, ce fabricant à l'origine norvégien. Tout le lien peut-être avec Karsten, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Karsten, et cette histoire peut-être avec ce site de Sarreguemines où il y avait un projet REC Solar qui a été réorienté vers les États-Unis, quand les États-Unis, en gros je résume, vous me dites si je dis une bêtise, mais ont sorti des aides intéressantes, en tout cas c'est comme ça que REC a justifié son retrait, et donc, bon, vous étiez... Je suis passé par REC, Trina Solar également jusqu'en décembre 2022. Vous avez été directeur commercial Europe du fabricant. Et donc 2022, pareil, c'est une autre aventure qui commence pour vous. Vous engagez à porter ce projet d'Holosolis, jeune société issue d'un consortium européen à l'accent français, je dirais quand même, ce consortium européen, avec notamment le groupe immobilier IDEC. D'où peut-être un axe sur l'intégré bâti, ça vous nous direz ou pas, si je me trompe, et l'énergéticien TSE, très engagé, on le sait, sur le volet agrivoltaïsme, est vraiment un des leaders en France là-dessus. Alors, Jan-Jacob Vickers, on parle ici d'une usine de cellules et modules photovoltaïques de 5 gigawatts en Moselle, près de Sarreguemines. On va voir peut-être l'image tout de suite, voilà pareil. Vous allez nous dire l'état d'avancement du projet, mais là pareil, j'ai une question un peu précise pour commencer. Quel choix avez-vous fait en termes de technologie proposée, justement par rapport à la concurrence Alors, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière par rapport au background. Pierre-Emmanuel a parlé beaucoup de son background très français sur l'industrie photovoltaïque. La différence que j'ai, moi, c'est que j'ai travaillé effectivement, comme vous l'avez dit, pour REC Solar. J'ai monté l'activité France Benelux UK en 2008. J'ai bien bonne connaissance du marché français également, et j'ai entre autres, en tant que Hollandais, j'ai épousé une Française, donc je suis français de culture, mais j'ai ensuite pu voir l'évolution du marché britannique, du marché du Benelux, qui ont été des marchés qui se sont développés à leur propre rythme, avec leurs propres règles, et j'ai ensuite été envoyé aux États-Unis pour REC, pour être directeur général de REC États-Unis, et là j'ai vu un pays avec 50 États différents qui chacun ont leurs propres règles. Donc l'évolution des différentes règles, je suis très familier avec cela, et surtout ce que dit Gaëtan tout à l'heure, les protectionnismes qui existent aux États-Unis, ce que l'on voit, ils sont extrêmement efficaces. On voit aujourd'hui qu'il y a une industrie photovoltaïque, la seule aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde où on gagne de l'argent, c'est aux États-Unis. Et le marché ne s'en porte pas plus mal. Et les modules, là, sont vendus à 40 à 50 centimes de watt-crête. Donc, on parle souvent de protectionnisme, où là, on lève les mains, mais à certains moments, il faut que le marché puisse fonctionner dans son environnement local et apporter cette souveraineté économique et énergétique dont parlait Gaëtan tout à l'heure et dans laquelle je suis complètement, je partage totalement son avis. Pourquoi je suis ici chez Holosolis? J'ai été ensuite directeur commercial de Trina Solar, et en 2022, avec mes équipes, nous avons vendu 10 gigawatts de panneaux photovoltaïques en Europe pour 3 milliards d'euros. Et en même temps a eu lieu de l'invasion de l'Ukraine et le Covid. Et je me suis dit qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de médicaments, on s'est rendu compte à quel point on était dépendant de la Chine.
Et j'adore mes collègues chinois avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. J'ai même d'ailleurs vécu en Chine avant de rentrer dans le solaire. Donc c'est un continent, c'est un pays que je connais bien, qui est magnifique, extrêmement complexe, qui a un système politique totalement différent du nôtre. C'est-à-dire que ce que Pierre-Emmanuel et moi avons fait en termes d'une CNDP, une Commission nationale du débat public, demander à une population locale son avis sur l'implantation d'une usine, vous plaisantez en Chine, mais si vous émettez un avis contraire, vous disparaissez. Donc il faut, on parlait tout à l'heure également de l'avantage et des chances que nous avons ici en Europe. Carsten en parlait tout à l'heure par rapport à l'empreinte carbone, mais également l'empreinte sociale. Nous avons ici un certain nombre de droits, le droit de vote, le droit de pouvoir se déplacer, le droit de pouvoir avoir de contredire un gouvernement. Mais que les gens, je parle du grand public, mais ça peut être aussi le grand nous-mêmes public ici, a tendance à oublier. Le grand public est endormi et prend ça comme étant un droit totalement gratuit, alors que ce n'est pas, c'est ce qu'on appelle économiquement une externalité qu'il faut prendre en compte. Bon, donc je suis arrivé avec ce projet Holosolis, on est venu me contacter par rapport à mon background dans l'industrie et j'ai bien sûr pris immédiatement ce projet à cœur. Avec mes équipes, nous avons regardé 6 pays, 40 sites à travers l'Europe et on s'est finalement focalisé sur le site de Sarreguemines que vous voyez ici avec une rendition d'artistes. Alors c'est un site qui est Sarreguemines, pour ceux qui connaissent, c'est à 10 km de la frontière allemande. C'est en Moselle. Il n'y a pas de mine à Sarreguemines, contrairement à ce que l'on pense. C'est une zone extrêmement industrielle. C'est une partie de la France qui est restée industrielle. De l'autre côté de l'autoroute... Alors Gaëtan Masson doit nous quitter. Je le précise, voilà, parce qu'il y a une obligation de... Ce qui s'appelle la SNCF. Bon retour, merci. C'est en retard. C'est un site clé en main, c'est-à-dire que le site est un site de 50 hectares sur lequel on a déjà l'eau, le gaz, l'électricité. On peut finalement couler du béton et commencer à construire l'usine demain. Nous sommes en pleine phase de permitting, donc on est en train de déposer nos permis de construire, les demandes d'autorisation environnementale. On a déjà un grand nombre de LOI et surtout on a une équipe extrêmement forte. De LOI, pardon. Lettre d'intention de différents clients. Et vous parliez tout à l'heure de choix technologiques. Et en fin de compte, notre technologie, c'est la technologie N-Type-TOPCon. Nous choisissons cette technologie parce que c'est la technologie qui aujourd'hui est la plus prévalente, vers laquelle toute l'industrie photovoltaïque chinoise évolue en grande majorité, parlant du PERC pour aller vers le N-Type-TOPCon. Et la raison pour laquelle nous choisissons ceci, c'est que c'est une technologie bien sûr qui est extrêmement rodée d'un point de vue industriel. Et d'autre part, mon directeur des techniques, mon CTO, est un des co-inventeurs de cette technologie. Okay. Il faut savoir que c'est une technologie qui a été inventée par 4 Européens et qui ensuite l'ont implémentée aux États-Unis. Et ce sont des gens qui sont issus de chez, entre autres de chez Fraunhofer. Donc nous misons énormément sur la technologie. Nous avons un accord de partenariat avec l'IPVF, avec Fraunhofer et bien sûr avec également d'autres instituts néerlandais. Et l'objectif ici, c'est de continuer à apporter à ces instituts aujourd'hui qui ont un énorme savoir-faire, mais qui est un savoir-faire qui est en laboratoire. Et un des termes qu'on utilisait beaucoup chez Trina, c'est d'aller from lab to fab, d'aller du laboratoire à la fabrication. Et donc ce que nous apportons, c'est un lieu industriel où ils peuvent prendre ces technologies de perovskite et de les faire évoluer. Et quant à notre actionnariat, vous avez raison, on a un actionnaire aujourd'hui, nos premiers actionnaires fondateurs étaient français, mais nous avons rajouté 2 autres actionnaires, le groupe Armor, qui lui est très très expérimenté dans tout ce qui est couches minces et photovoltaïque organique. Donc les couches minces sont extrêmement utiles pour toutes les couches minces qu'on doit déposer en termes de la perovskite. Et deuxièmement, on a également le groupe Eraeus. Et le groupe Eraeus est un groupe allemand qui, lui, est spécialisé dans toutes les couches métalliques, dans toute la métallisation de cellules. Ce sont toutes ces lignes d'argent que vous voyez sur les cellules photovoltaïques. Eraeus est un des leaders mondiaux là-dedans. Voilà. Et je parlais de IDEC, donc sur le côté immobilier, j'avais cru comprendre que c'était un axe non négligeable de l'intégration au bâti. Ça, Alors, IDEC est un promoteur, un développeur de projets immobiliers et ils font aussi bien du résidentiel que des centres logistiques, que des usines. Et ils fabriquent entre autres une partie de l'usine Vercors qui est en train d'être construite à Dunkerque. Donc c'est des partenaires pour nous d'une part pour les études que nous faisons actuellement pour la construction de cette usine. Et ce sont également des partenaires pour de l'off-tech parce que IDEC a une division qui s'appelle IDEC Énergie et qui électrifie
tout un tas d'usines, de centres logistiques à travers l'Europe. Donc parlons aussi des partenariats, donc l'approvisionnement en lien avec Norsun, notamment peut-être. Comment se fait cette vision de l'amont? Alors, il faut bien sûr être alimenté et nous sommes en wafer et donc nous sommes aujourd'hui très en soutien de toutes les opportunités de développement de la filière amont. Obtenir des wafers européens est absolument crucial pour nous. Donc pouvoir travailler avec que ce soit Norsun ou peut-être demain Carbone ou que ce soit d'autres acteurs comme Photowatt ou d'autres projets qui sont en train d'être montés dans tout ce qui est le wafering et le ingoting en Europe. Il y a des projets colossaux de dizaines de gigawatts qui sont en planification. Il y a également d'autres technologies comme NextWave qui, eux, essayent de sauter tout un tas d'étapes et de partir depuis la déposition de vapeur de silane pour directement passer au stade wafer, donc éviter toute la phase de cristallisation qui est extrêmement énergivore. Donc il y a tout un tas d'opportunités sur le marché qui existent et que nous observons avec qui nous signons des lettres d'intention. Donc cette partie de l'industrie est très très importante. Et côté aval, par rapport donc à ces énergéticiens qui peuplent les couloirs d'Energaia, comment ça se passe? Est-ce que là, il y a un soutien, un intérêt? Il y a plus qu'un intérêt, il y a un soutien. Et on voit des partenaires, que ce soit aussi bien au niveau des distributeurs pour le marché résidentiel, que ce soit en France ou en Europe, que ce soit ensuite au niveau du segment CNI, commercial industriel, ou que ce soit au niveau utility, où il y a clairement une demande. Au niveau de la France, les gens voient le marché évoluer, et comme le disait Pierre-Emmanuel, il y aura bien sûr des appels d'offres au sein d'une part du NZIA, mais également au niveau des nations de la France, qui vont déterminer que certains segments de marché, de façon croissante dans le temps, seront déterminés et seront réservés pour des acteurs avec des produits à bas bilan carbone, avec de la résilience énergétique européenne, donc des panneaux français et européens. Donc tout cela, on le voit se développer très très clairement. Le calendrier pour Holosolis? Alors, nous venons de passer une première étape primordiale, c'est celle de la CNDP. On a travaillé tout l'été avec la région du Grand Est. Et le Grand Est, pour nous, est une région clé parce qu'on est extrêmement bien placé pour pouvoir rayonner sur toute l'Europe. On a une journée de camions de 85% de notre marché, donc c'est un énorme avantage. On a passé cette première étape de la CNDP, également comme Pierre-Emmanuel, avec le soutien total de la région qui souhaite avoir voir notre usine installée. On dépose dans le premier trimestre, donc à la rentrée, les permis de construire et les demandes d'autorisation environnementale. Le projet est qu'on commence à construire, à couler du béton à la fin de l'année 2024 et le premier module qui sort fin d'année 2025. Donc fin 2025, c'est vraiment de la production ou c'est les unités pilotes? Non, de la production. Nous passons directement en production. Nous ne construisons pas d'unités pilotes simplement parce que la technologie elle est connue et que notre CTO en fin de compte l'a créée. Et c'est également qu'est-ce qu'il m'a dit Jean-Jacob, il reste beaucoup d'espace sous la pédale, on peut encore beaucoup apprécier. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Très bien. Moi j'imagine que ça occasionne peut-être un certain nombre de questions pour Pierre-Emmanuel Martin, pour Jean-Jacob Boomwekers, pour François Le Galland qui est avec nous aussi sur le volet recherche et Karsten Rohr s'il est avec nous en visio toujours depuis la Norvège sur le volet plus amont. Voilà. Ne soyez pas impressionnés, ce ne sont que des dirigeants des futures grandes entreprises françaises du photovoltaïque. Il y a une question au fond là. Oui, bonsoir. Une des questions qui vient en tête, je précise que j'ai habité 15 ans en Chine en étant fournisseur dans la partie amont de la chaîne de valeur. La taille, l'écosystème et la perfection de l'écosystème en Chine est telle, on se demande, enfin si j'étais à votre place, j'aurais un peu peur, très franchement, et on se demande dans quelle mesure il n'est pas judicieux de faire plus d'agressivité sur le plan recherche et développement, en particulier les couches minces par exemple, ou d'autres technologies qui seraient plus avancées, pour reconstruire de manière, avec du succès, une industrie européenne. Merci. Ça rejoint la question que j'avais posée, mais côté recherche, est-ce que vous partagez ça, de dire effectivement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas attendre le coup d'après? François l'a très bien dit, hein, il y a une tendance effectivement, et en France, on rencontre cette tendance d'attendre le coup d'après.
j'ai envie de dire, ne terminons pas comme chez Beckett en attendant Godot. Je pense qu'il faut dès à présent s'y mettre parce que déjà il faut reconstituer une chaîne de compétences sur les métiers industriels déjà existants et surtout faire du chiffre, puisque la question de la recherche, de la R&D, enfin, après je laisserai François expliquer comment on construit les budgets au CEA Liten, mais Longy, par exemple, c'est 5% de son chiffre d'affaires qui consacre en R&D. Donc vous faites la multiplication du chiffre d'affaires par 5% et vous voyez. Et que je pense qu'à un moment donné, les instituts de recherche français, je parlerai du Fraunhofer, qui, vous l'avez appris peut-être par la presse hier, le gouvernement allemand a décidé donc de ne pas soutenir la plateforme solaire. Il y avait 1,6 milliard pour le solaire, dont une grande partie pour les instituts de recherche. Donc là, ils vont être à la recherche de contrats. Voilà. Et donc la recherche de contrats pour des instituts de recherche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va trouver des contrats auprès de ceux qui peuvent payer. La Chine est un grand payeur. Et donc si nos instituts en Europe ne travaillent finalement à la fin que pour la Chine, on a des difficultés. Donc déjà, avoir des industriels qui peuvent eux-mêmes faire la R&D et abonder à la recherche, c'est déjà une réponse. Après, on verra. La bataille va être longue. Vous avez tout à fait raison. La Chine a pensé, a planifié sa domination du marché. Après, le solaire est stratégique. Et il y a une volonté, en tout cas en Europe, de réserver 40% du marché à des acteurs européens. Toute la question est, est-ce que ces aides que l'on va avoir pour se réindustrialiser vont-elles servir à quelque chose? C'est-à-dire, à un moment donné, pouvoir accrocher quelque chose qui technologiquement et économiquement fait sens. Quand on a commencé à soutenir le solaire en Europe, le prix de l'électricité était 10 fois inférieur à ce qu'on savait produire avec de l'électricité solaire. Tous ceux qui nous ont dit à l'époque ça sert à rien, et j'en ai été le témoin direct en Afrique avec des ingénieurs d'une noble maison qui, lorsqu'ils avaient à commenter l'aide allemande pour le soutien raccordé au réseau, nous disaient mais ils sont fous, c'est de la confiture donnée aux cochons. Aujourd'hui, le solaire est compétitif et même aujourd'hui dans le système tel qu'on l'a pensé en France, la totalité des aides qui ont été données aux énergies renouvelables ont été remboursées en 2021 et 2022, eu égard à l'augmentation dramatique des prix de l'électricité. Donc cette question, en fait, c'est quelle est la trajectoire dans laquelle on se place pour que d'ici 10 à 15 ans, nous ayons un Airbus en Europe équivalent à ce qu'est Airbus. Quand Airbus a commencé il y a 57 ans, je ne sais plus, il y a quel an, je veux dire, on était quand même très très loin par rapport à Boeing. Donc on a réussi. Donc quelle est la perspective que l'on se donne? Quelle est la coopération? Et François en a parlé. Nous, on a placé dès le début la coopération franco-allemande de la recherche, donc le CEA et l'ISC Constance, qui est certainement le meilleur institut privé de recherche en Europe et peut-être dans le monde là-dessus, pour justement accrocher quelque chose qui fera, alors après... des Holosolis, des Trisson, Enel, quelle est leur trajectoire et comment ça s'agrège pour créer quelque chose qui puisse à un moment donné être aussi compétitif. Voilà. Après, moi je viens d'un monde où, vous savez, le célèbre adage de Gary Lineker, hein, le football, ça se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne toujours. Donc tous ceux qui ont connu Séville 82, depuis, il y a eu 98, 2006, 2018 et 2022. On a été 2 fois champion du monde. Moi, j'aurais aimé avoir aussi l'éclairage avant peut-être que François Legrand puisse nous donner ce comparatif. On n'en a pas parlé entre la recherche peut-être en Chine, les rapports de force, etc. Si je reformule la question et votre vision, est-ce que le côté, je devrais avoir peur, enfin moi à votre place j'aurais peur, c'était ça exactement, est-ce qu'il y a l'effet d'échelle, est-ce que là, avec ce qui s'annonce à 5 gigawatts pour commencer, est-ce que c'est suffisant du coup ou pas? Oui, non, à 5 gigawatts, vous êtes concurrentiel, vous pouvez avoir des économies d'échelle. Bien sûr, la Chine aujourd'hui a des usines et une société a beaucoup plus de capacité que cela. Je prends des exemples comme Longy, comme Trina, ils ont beaucoup plus de capacité. Mais aujourd'hui, fabriquer, il faut commencer quelque part. Et fabriquer une usine de 5 gigawatts, comme le fait Pierre-Emmanuel, comme je le fais moi, c'est la taille minimum critique pour pouvoir avoir des économies d'échelle. Est-ce que j'ai peur des Chinois? Non. Est-ce que je les respecte? Oui. Absolument. Monsieur disait tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait attendre pour une autre technologie? Absolument pas. Je pense que je comprends votre question. Je pense que ce qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir de la coopération entre les acteurs. Finalement, quand vous regardez au niveau de la Chine, mon expérience en ayant travaillé là-bas, c'est que même si les directeurs des centres techniques souhaitent garder un certain nombre d'informations au sein de leur propre société,
Les employés entre eux parlent. Ils ont un système super, un WhatsApp chinois qui s'appelle WeChat, et ils parlent tous les uns avec les autres. Et l'avantage de cela, c'est que finalement, il y a une énorme cross-fertilisation de l'information. Tiens, ben moi justement, je suis en train de travailler sur la perovskite, j'ai testé tel et tel truc, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et puis alors, leurs patrons, ils ne veulent pas qu'ils parlent, mais finalement, les équipes elles-mêmes, elles travaillent ensemble. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on avait chez nous, à l'époque, chez Trina, des employés qui disaient d'une part, il y a un qui voulait travailler sur la JT, l'autre sur le Topcon, l'autre sur l'IBC, les gens n'étaient pas pénalisés. Ils disaient, on prend la meilleure décision économique pour l'entreprise. La décision à l'époque, c'était de suivre la direction du Topcon, mais les employés qui travaillaient sur la JT, on a dit, le fait que tu aies décidé, avec les calculs économiques, de décider que ce n'est pas la bonne décision à faire maintenant, tu as en fin de compte fait la bonne chose pour l'entreprise. Et demain, ce sur quoi tu as travaillé, ça servira à d'autres choses. Donc il y a réellement une coopération entre, d'une part, toutes les entreprises, qu'elles ne soient pas toujours souhaitées par la direction, mais elles existent tout de même. Il y a une vraie percolarité de l'information. Deuxième chose, des instituts de recherche. Chaque province chinoise, qui représente plus ou moins un pays à chacune d'entre elles, un pays européen à chacune d'entre elles, ont des instituts de recherche. Et ne serait-ce que des provinces, ils ont 300, 600 personnes dans un institut de recherche d'une province. Donc ce serait l'équivalent d'avoir des instituts de recherche. On devrait en avoir beaucoup plus en Europe. Et donc il y a de la coopération entre les différents instituts. D'ailleurs, je suis sûr que mon voisin pourra en parler un petit peu plus, mais je l'encourage moi encore plus. C'était ma question, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on doit avoir peur de la recherche chinoise? Parce qu'on n'en parle pas, effectivement, il y a une vision très laborieuse, hein, on confie l'industrie, la fabrication de tous nos objets à ce pays, donc une vision très laborieuse et peut-être effectivement une sorte de, pas d'irrespect, mais de vision fausse en fait, de cette capacité en fait à innover également, à rechercher, à être en lien sur les futurs produits. Alors effectivement, la vision laborieuse, elle est complètement erronée. Enfin, c'est des gens extrêmement brillants. Ils ont des chercheurs académiques extrêmement brillants, et ils ont aussi, quand ils ont la plupart des gigafactories, quand on regarde matériaux, cellules, modules, où il y a 90% de la capacité qui est chez eux, c'est un avantage extrêmement important puisque leur centre de recherche travaille de manière très proche avec l'industrie. Si je prends par exemple un exemple, quand on veut faire des cellules qui vont aller au-delà vers les 25, 26, 27%, il faut que ça tourne sur des machines qui vont tourner à des cadences de 7, 8, 9, 10 000 plaqueurs. Donc ça veut dire qu'on va être sur des courroies ou d'autres systèmes à très très grande vitesse. Et ça veut dire que c'est tous ces contacts avec les cellules qui vont avoir un impact majeur sur le rendement. Voilà. Donc ça veut dire que si en tant que chercheur, on veut aller vers ces niveaux à l'état de l'art, on doit avoir conscience de ce qui se passe dans les usines, on va devoir des partenariats forts à la fois avec les gigafactories et avec les équipementiers. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la partie, je parlais de nous, quand on avait essayé, c'était au maximum avec ECM, avec Meilleur Burger, de garder des liens avec des équipementiers, parce que c'est super important. Et quand on regarde, on parlait tout à l'heure de Longi ou de Trina, Longi que je connais bien, ils ont leurs propres équipementiers en interne. Ils fabriquent leurs propres machines, et je pense que Longi fait pareil, parce qu'ils ont besoin de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Voilà. Donc ça, donc oui, il faut... On va se faire virer. Le terme de Jean Jacob de dire il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir un grand respect, je suis 100% d'accord. Après, non, il faut avoir peur. Voilà, si on commence à avoir peur, on ne fait plus grand-chose. Voilà. Et après, effectivement, je pense que vous voyez, il y a quand même un consensus sur l'ensemble d'entre nous. Le fait de dire moi j'attends et puis je reviendrai dans le jeu plus tard, plus le temps passe, plus c'est difficile de rentrer. Donc en fait, ça n'a pas de... C'est une forme de renoncement qui, je pense, n'est pas le bon. Et on voit l'analogie dans le nucléaire, où on a construit des usines dans les années 70, des centrales dans les années 70, et aujourd'hui, toutes ces personnes sont parties à la retraite, et redémarrer cette chaîne de valeur, c'est hyper compliqué. Donc là, on a de la chance au niveau du photovoltaïque, c'est qu'on est juste malheureusement passé par la vallée de la mort pendant une dizaine d'années, mais il reste encore des savoir-faire, et la vraie notion, c'est de les redémarrer extrêmement rapidement maintenant. Est-ce qu'il y a une ultime question peut-être? Il faut en profiter. Voilà, on a un beau plateau. Une question au fond là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut amener un micro. Oui, c'est bon. Oui, j'ai un micro, merci. Concernant, c'était une question pour Norson et pour vous également, les deux porteurs de projets de Gigafactory. Je me demandais au niveau des aides
de la Commission européenne. Est-ce que vous avez touché plusieurs centaines de millions d'euros? Parce que ce que j'entendais de Northern, c'était 54 millions pour des projets à 3 gigas. Ça me paraît vraiment ridiculement bas. Donc j'espère que vous avez touché un petit peu plus d'argent que ça. Alors, est-ce que Karsten est avec nous? Peut-être pour commencer, on fera des réponses courtes, hein, par contre, messieurs. Est-ce que Karsten est encore avec nous pour dire si... oui. Hello, Karsten. Is that enough for you or not? Carsten, did you understand the question, or do you want me to translate what was said? Yeah, for the contribution by the EU Innovation Fund, 54 million, that's definitely not Oui, enough. la contribution de 54 millions, ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui serait nécessaire. This is clearly to be competitive with other countries and with other places. We need more support, both financially in terms of CapEx and or OpEx. OpEx is also very important. Even if you get a factory for free, you still need to be competitive on OpEx in terms of production costs. Otherwise, it won't work. Sinon, ça ne fonctionne pas. And you need to have the market conditions in place, des bonnes conditions de marché en place, comme je l'ai dit précédemment. Thank you, Karsten. Une réponse de votre côté, peut-être? Oui, les aides, en fait, il y a deux types d'aides. Il y a les aides à l'investissement, donc effectivement, mais là, on peut faire la révolution, mais c'est un peu long en Europe. Donc, comme ça a été très encadré, déjà sortir du cadre très strict et arriver, augmenter l'intensité des aides possibles. Donc c'est tout l'objet. Et on a 3 strates en Europe avec lesquelles on peut jouer. C'est la région, la nation, l'Europe. Voilà, donc ça c'est à chacun, il y a de voir. Mais après, ce qui est très important, c'est quand bien même on aurait notre usine complètement subventionnée à 100%, après il faut la faire tourner. C'est les OPEX. Voilà. Et si votre prix de marché est à 10 centimes et que vos OPEX sont à 15, vous aurez beau avoir été complètement subventionné, ça ne marche pas. Donc c'est à la fois un mix d'intensité qui témoigne de l'implication des collectivités publiques, nationales, européennes à vous aider, mais sur le long terme. C'est ça le plus important. Et c'est ça que les investisseurs, en tout cas, vont regarder. C'est quoi l'implication long terme et l'ensemble d'aides en termes d'OPEX qui permettent d'éviter les effets de bord, c'est-à-dire une situation de dumping qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, où demain, il peut être décidé de vendre à perte à 5 centimes du watt-crête. Jean-Jacob. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Emmanuel. Il y a des subventions et des aides au niveau régional, national et européen. Par rapport à cette question d'OPEX, il faut comprendre qu'au niveau de la Chine, il y a des subventions à absolument tous les niveaux. C'est-à-dire déjà, nous, aujourd'hui, on passe à peu près 1 an et demi à 2 ans pour obtenir les autorisations pour faire ce qu'on veut. Si je monte une usine en Chine, en 3 mois, la province dans laquelle je veux m'installer m'aura donné les autorisations de construction pour pouvoir commencer à construire. En plus, il est probable que la région me paye mon usine, que j'ai uniquement besoin de rembourser dans 5 ans, et elle me prendra probablement 1/3 de mon off-take, c'est-à-dire du volume que je vais faire dans la région. Deuxièmement, elle va m'apporter de l'électricité à la moitié du coût de l'Arène, ici en France, donc à 2,5 centimes d'électricité. Et toutes les matières premières, que ce soit l'acier, que ce soit le verre, que ce soit même la pâte d'argent, et l'argent elle-même qu'on utilise sur les cellules photovoltaïques est une matière première qui est tradée sur la bourse de Londres. On connaît tous son prix, mais en Chine, elle est moins chère, parce qu'à nouveau, le gouvernement subventionne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on a aujourd'hui dans le monde fossile l'OPEC qui essaie de monopoliser tous les coûts du gaz, de l'électricité, du pétrole, mais même chose pour le gaz. La Chine essaie de devenir l'OPEC de l'énergie renouvelable. Et la vraie question que l'on veut se poser, c'est est-ce que l'on veut que cette 3e révolution industrielle qui est devant nous, est-ce qu'on veut essayer d'avoir un marché dans lequel on est capable de produire notre propre énergie, ou bien est-ce qu'on va être à nouveau dans une situation où on sera dans l'OPEC et où ils pourront augmenter le prix de l'électricité et le coût des équipements quand ils voudront. Cette dépendance et par rapport à la souveraineté. C'est vraiment ça la question clé. Qu'est-ce que l'on veut? Et j'espère que notre gouvernement européen et les gouvernements nationaux auront une vision sur le long terme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la France. On a une énorme chance avec Emmanuel Macron et Bruno Le Maire et Roland Lescure, où ils veulent réindustrialiser la France et apporter cette souveraineté
énergétique. Le dernier exemple que j'aurais donné, c'est celui qu'a apporté Emmanuel Macron lundi dernier. Il était à Toulouse, il y avait un Airbus derrière lui, il disait, regardez, le futur, c'est que cet Airbus qui est français, c'était une start-up il y a 50 ans, aujourd'hui c'est le leader mondial devant Boeing, que cet avion vole avec de l'hydrogène, fabriqué par des électrolyseurs français, avec des panneaux photovoltaïques français, et que finalement le kérosène, ou du moins le nouveau e-fuel qui sera à bord, aura été fabriqué en France plutôt que de l'acheter à l'autre bout du monde. C'est ça la vision. Merci, c'est une belle conclusion. Je pense que c'est pas la peine d'en ajouter plus. Sinon, alors moi j'avais un petit pari, c'était un pari pour parler de ping-pong. C'est peut-être le mot de la fin par rapport à ce que disait le monsieur. Ça m'est venu comme ça, et peut-être pour avoir une vision que tout est possible en fait. Vous savez que la partie de ping-pong, c'est celle qu'on a un peu jouée là entre nous pour finir cette table ronde. Et vous savez que c'est un sport dans lequel excellent les joueurs chinois qui trustent les premières places mondiales depuis des décennies. Et là, en ce moment, il y a un phénomène qui est en train de se passer. On est à Montpellier. Il s'appelle les frères Lebrun. Ce sont des jeunes Français qui sont en train de créer la surprise au niveau mondial, qu'on attend beaucoup aux Jeux Olympiques, et qui vont peut-être, on verra bien ce que ça donne, peut-être renverser la table. Peut-être, allons-nous créer la surprise. Merci à vous. Bon retour chez vous et rendez-vous pour Energaia 2024. Au revoir. Au revoir.